Merci. Mais bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai une première bonne nouvelle, c'est que mon entreprise, donc l'employeur qui m'emploie aujourd'hui, Renesas Electronics, a rejoint la fondation Rust ce mois-ci en tant que membre Silver. Pour ceux qui ne connaissent pas Renesas, je présenterai un peu la société après, mais c'est pas l'objet de cette présentation. Je suis pas là pour faire la promo de la boîte. Alors qui je suis J'ai un profil un petit peu varié, on va dire. Je suis l'espèce de geek standard qui a commencé à 14 ans à faire du code devant son petit PC à écran cathodique. J'ai fait beaucoup de volontariat dans des communautés autour de la data science et du cloud. Si vous connaissez un site qui s'appelle Infoclimat, en fait, je suis un peu le papa de ce truc-là. J'ai commencé quand j'avais 14 ans, j'ai fini quand j'en avais 30. C'est du PHP. Hein. À l'époque, il n'y avait pas TypeScript, il n'y avait pas le système de typage. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Donc ça donne un petit peu, si je parle de ça, c'est parce que ça donne une petite expérience de ce que c'est de bosser seul pour son propre projet, sur lequel on va dire on a à cœur de réussir des choses, par rapport à l'expérience que j'ai eue après, qui était de travailler pour le ministère de la Défense, donc à la DGSE, dans une boîte qui fait des produits médicaux de classe 3, donc c'est-à-dire des produits qui sont les plus complexes en termes de sûreté de fonctionnement. Ensuite, j'ai été chez le groupe Renault, où j'étais responsable d'une partie de l'architecture et de la cybersécurité, donc des véhicules qui sont aujourd'hui sur la route ou qui vont l'être cette année. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'architecture logicielle chez Renesas Electronics dans la business unit automobile. J'en parlerai un tout petit peu après. Et comment ça a démarré pour moi ? Je vous l'ai dit, hein, j'ai bossé 15 ans en bénévole sur une plateforme qui est un petit peu compliquée, 1 million de lignes de code. Et en fait, au bout de 15 ans, de travailler même seul dans sa propre base de code, on finit par se rendre compte que c'est qui a écrit ce truc de merde là ? Ah, c'était moi. Bon, mais c'était moi il y a 10 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que effectivement, les avancées qu'on a pu faire, c'est le cas de Go, c'est le cas de TypeScript par exemple, elles sont super intéressantes pour réduire la charge mentale, ce qu'on appelle la cognitive load. Et même quand on est seul, mais alors, quand on est à l'échelle d'une énorme entreprise, on disait Thales tout à l'heure, mais c'est encore plus intéressant, parce que ça permet de faire en sorte que des équipes qui se parlent moyennement bien, des équipes qui ne sont pas toutes des super passionnés, qui vont aller retenir, ah oui, alors cette variable-là, elle est utilisée comme ça, et puis là, j'ai une race condition. Ça n'existe pas dans le monde réel de l'industrie. Et donc, il faut de l'outillage pour nous permettre d'avoir confiance dans ce qu'on fait, d'avoir confiance dans les modifications qu'on peut faire dans des bases de code qui sont énormément plus grosses que ce qu'on peut faire sur des petits projets isolés. Et quand on part sur des systèmes qui doivent tourner 24/7 sur des plateformes qui ne sont pas accessibles par un humain, ben en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus confiance quand on a un certain nombre de safeguards et un filet de sécurité comme peut nous l'apporter Rust que ce qu'on avait avec des technologies qui nous auraient demandé en tout cas beaucoup plus de temps pour le faire. C'est le cas en C, quand on veut aller faire de la preuve formelle, des choses comme ça. C'est possible, ça demande de l'expertise, ça demande du temps, ce que généralement l'industrie n'a pas toujours. Donc je vais prendre un premier cas d'exemple, c'est mon expérience chez Renault. Donc dans le monde de l'automobile, cette expérience-là, elle a beaucoup incité l'industrie automobile, donc mes concurrents constructeurs automobiles, mais aussi tout un pan de l'écosystème d'entreprises qui tournent autour des industries automobiles, de basculer vers Rust. En fait, on a eu cette opportunité chez Renault. Vous savez, l'industrie automobile, aujourd'hui, elle est dans un état un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de concurrence qui vient notamment de Chine. C'est une industrie lourde qui a 1 ou 2 siècles. Hein. Renault, c'est 2 siècles d'ingénierie et qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler l'industrie de la tech. Hein. Soyons clairs, la majorité des gens, c'est plutôt des mécaniciens, des électroniciens. Il y a des très fortes compétences. Par contre, historiquement, c'est le cas de beaucoup de constructeurs automobiles, c'est pas des industries de la tech, c'est pas des passionnés de code, c'est pas voilà. Donc la densité de talent, c'est un concept. Si vous pouvez vous recommander un bouquin, c'est Netflix, La règle, pas de règle, de Erin Meyers. Il y a un concept qui s'appelle la densité de talent. La densité de talent dans les projets open source, elle est énorme. Vous n'avez que des gens passionnés par ce qu'ils font. Quand vous faites un petit projet perso, vous êtes passionné, pareil, la densité de talent, elle est énorme. Dans l'industrie lourde, classique, Renault en fait partie, Thales, l'industrie du médical, la défense, cette densité de talent, elle est pas très proche de 1. Donc il faut trouver des moyens qui nous permettent d'apporter de la confiance dans le système final. Alors parfois ça se fait par du process, par de la paperasse, de la bureaucratie, on peut le faire par des tests, par de la preuve, mais il peut y avoir des moyens de le faire plus efficacement. Et donc on a eu cette opportunité de développer une nouvelle stack de zéro pour donc toute la plateforme de base, on va dire, de ce qu'on appelle le software defined vehicle, donc c'est le terme à la mode aujourd'hui dans l'industrie automobile. Et donc on a commencé ce projet en 2022 chez Renault.
pour des véhicules qui étaient censés être livrés en fin 2026. Donc, ils vont arriver là sur le marché. Et plus de 60% des composants qui sont développés sur cette plateforme sont en Rust, notamment toute la stack de base, donc c'est-à-dire toutes les primitives de communication, les primitives de diagnostic, les primitives d'authentification. Vraiment, la couche basse, elle est 100% en Rust. Et les composants qui sont au-dessus sont aussi majoritairement, là j'ai mis plus de 60%, en Rust. Ça inclut par exemple ce qu'on appelle la driving policy. Donc c'est le code qui va aller faire la fusion de data pour détecter où est la voiture dans les lignes, etc. etc. Ça c'est Rust. Et ce projet-là, il a été fait en partenariat avec Google. C'est une bonne raison de basculer à Rust, malgré tout. C'est un partenaire qui nous a permis d'aller plus facilement vers ça et de faire de ça un choix de facto. C'est-à-dire qu'on a imposé, on a dit, la plateforme de base, on sait qu'on a des contraintes de qualité, on a des contraintes de maintenabilité, on a des contraintes d'essayer de faire le bridge entre les industries de la tech et les industries lourdes, traditionnelles. Et en fait, le bon moyen de le faire, c'est Rust. Donc aujourd'hui, ce projet, ça s'appelle AOS SDV, le nom ici. Il va être open sourcé au mois de juin par Google. Et donc ça fournira aux constructeurs automobiles une plateforme de base pour éviter de réinventer la roue de tout ce qu'ils ont essayé de faire pendant 10 ans. Et cette plateforme-là, elle est 100% Rust par défaut. Alors pourquoi? C'est quoi les arguments qui ont été clés pour faire ce choix? Parce que le choix, au départ, la question qui s'est posée, c'est la question que nous a posée Google il y a 5 ans, c'était vous le voulez en C++ ou en Rust, votre framework? Et donc au début, Renault ne savait pas trop. C++, on aime bien quand même, on a plein de développeurs qui savent faire du C++, c'est connu, Rust, c'est nouveau quand même, hein. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Et il y a un certain nombre de facteurs qui ont aidé. L'un des gros facteurs en fait chez Renault, dont j'ai été j'ai poussé pas mal sur ce facteur-là, c'est la cybersécurité. Vous l'avez vu, les annonces du gouvernement américain, les annonces un peu partout de l'ANSSI par exemple, de dire il faut faire de la memory safety parce que 70% des vulnérabilités, des attaques aujourd'hui, c'est des problèmes de mémoire. Ce qui est vrai globalement, hein. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est globalement des vulnérabilités comme celle-là. Donc si on peut s'épargner ça pendant les 25 ans, puisque c'est 15 ans après la production, pour lesquels on doit garantir la sûreté des véhicules, et en fait, ça fait quand même un nombre de ressources significatifs sur les 25 ans à venir, d'argent que vous n'allez pas dépenser à devoir maintenir des équipes à fixer des vulnérabilités. Ça, c'est le premier point, super important. Ça nécessite d'être un petit peu intelligent, parce que les grosses entreprises ne savent pas toujours être, quand on calcule les coûts liés au software. C'est-à-dire que les coûts liés au software, c'est pas juste là on met 10 FTE pour faire ça, et puis là on met 15 FTE pour faire ça. Et ouais, mais le long terme, la maintenabilité, qu'est-ce qui se passe dans 15 ans? En fait, ça, on n'a pas forcément toujours tendance à bien le comprendre, surtout dans une industrie lourde, qui, encore une fois, le software, c'est pas leur business. Google, Microsoft, Amazon, le software, c'est leur business. Ils savent calculer ça, ils savent prendre des stratégies long terme pour prendre en compte ce facteur-là. Notre industrie traditionnelle, elle a encore un petit peu de mal à le savoir. Aussi, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'industrie, encore une fois, on n'est pas tous des passionnés. Voilà, on n'est pas tous... on n'a pas le livre de chevet, c'est pas Strauss Troop, on n'est pas le super top développeur comme on peut le voir sur les mailing lists du kernel Linux. Donc il faut travailler avec ça. C'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas au top, tout le monde n'est pas passionné. Et en fait, Rust, c'est un bon levier aussi pour se dire, ok, on a plein d'équipes hétérogènes. C'est des équipes qui sont dans le monde entier, avec des personnes qui viennent de tous horizons, qui ont des niveaux de formation très différents. Mais le global, dans l'industrie, on se dit, c'est une ressource, quoi. Mais on ne prend pas forcément en compte la pertinence de la ressource par rapport à ce qu'on leur fait faire. Et en fait, Rust, c'est un super outil pour ça. C'est de forcer un contrat entre les gens. Ce n'est pas forcément forcer un contrat entre des composants logiciels, mais c'est aussi forcer un contrat entre des équipes qui, souvent, ont des défaillances dans leur communication, ont des défaillances dans l'organisation même. Et Rust nous permet d'aller à la compilation, d'aller vérifier ça et de faire en sorte que même s'il y a eu des dysfonctionnements dans l'organisation, même s'il y a eu des dysfonctionnements entre les équipes, on arrive à catcher des choses au moment où on va compiler le logiciel parce que on a la type safety notamment et puis des systèmes de typage qui nous permettent de faire des trucs un petit peu créatifs. Et ça, c'est super valorisant pour avoir de la qualité par défaut et d'avoir des tests d'intégration
qui vont failer beaucoup plus tôt, ou qui vont même pas failer du tout, et éviter un cycle super long d'avoir des équipes de test qui vont revenir vers des project managers qui après vont redescendre vers des développeurs, et puis après le lien il est perdu. Ça c'est la réalité. Donc du niveau de l'efficacité du cycle en V, c'est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça qu'on a des reports. Volvo par exemple, ils annoncent 3 fois d'efficacité, 3 fois plus d'efficacité en passant à Rust. Nous chez Renault, on avait mesuré un minimum x 1,4. Puis Google, ils ont mesuré x2. Bon, bah, en fait, c'est une partie des effets, ils sont dus à ça. Et puis aussi, c'est ce que je disais là, c'est la compétition aujourd'hui, elle est rude dans le monde de l'automobile, peut-être plus qu'ailleurs. C'est un business qui a 200 ans d'âge, il faut se réinventer, il y a plein de contraintes dans tous les sens. Pas que sur le passage du thermique à l'électrique, il y a aussi au niveau des interfaces utilisateurs. Et traditionnellement, vous l'avez vu, si vous avez une voiture d'il y a 10-15 ans, le système d'exploitation, il est un peu pourri, quoi. Vous mettez votre téléphone, il y a tout qui rame, les boutons, c'est un peu compliqué, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a des développeurs logiciels qui ne sont pas forcément passionnés par l'UX et par le fait que le logiciel soit très performant. Et les Chinois l'ont un peu mieux fait, j'ai envie de dire. Alors je ne vais pas valoriser les véhicules chinois parce qu'il y a aussi beaucoup de défauts. Mais en tout cas, quand on doit être compétiteur de ces entreprises-là, qui prennent beaucoup plus de raccourcis que vous avez besoin d'aller plus vite. Vous avez besoin d'aller vite, en tout cas, sans contrarier la qualité de votre produit. À la fin, c'est un véhicule qui va sur la route, donc c'est pas n'importe quoi. Et ça, pour ça, Rust, encore une fois, c'est un bon levier, c'est-à-dire qu'on peut aller vite, on peut faire un peu plus confiance à un filet de sécurité qui est le compilateur, et délivrer son produit à un niveau de qualité constant, mais plus vite. Ça a été montré par pas mal de gens. Je citais tout à l'heure Volvo, Google, ou bien chez nous, Renault à l'époque. Et donc évidemment, les véhicules aujourd'hui, c'est des systèmes compliqués, des systèmes de systèmes, où forcément la sûreté de fonctionnement, c'est le critère numéro 1, et la sécurité aussi. Donc quand on dit sécurité, c'est plusieurs choses. Le premier, c'est celui qui est en bas, c'est le truc auquel on pense tout le temps, c'est la memory safety. C'est-à-dire, voilà, un attaqueur, il prend le contrôle d'une partie du véhicule, il essaye de se propager au reste du véhicule pour atteindre des fonctions de sûreté. Comment il fait? 70% du temps, peut-être même 90%, si on regarde les études sur les attaques les plus critiques sur les véhicules, c'est des buffer overflow, des problèmes de race conditions, des trucs qui sont par défaut impossibles quand on écrit du code Rust safe. Donc ça évite déjà, ça permet aux gens de se concentrer, aux ingénieurs cyber, de se concentrer sur les vrais trucs compliqués, les vrais 30% qui restent, qui ne sont pas de la memory safety, mais ils peuvent se concentrer dessus. Ça rend le boulot plus intéressant, déjà, parce que toujours des buffers overflow, au bout d'un moment, c'est un peu... Voilà. Et en plus, ça permet de trouver des vrais leviers d'attaque qui sont peut-être parfois encore plus graves. Il y a une tendance aussi dans l'industrie automobile, c'est de basculer aussi des architectures très simples, basées sur des microcontrôleurs, c'était plutôt du monocore ou c'était des architectures propriétaires, à des choses beaucoup plus denses. Enfin, en tout cas, on rassemble beaucoup plus de composants dans des calculateurs beaucoup plus gros. C'est une tendance nette dans l'industrie de l'automobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de choses concurrentes qui sont non coopératives sur le même système. Elles sont faites par des équipes de développeurs différents, qui n'ont pas tous la même compréhension de ce qui se passe à côté de chez eux, et qui travaillent sur la même base de code. Donc ça, encore une fois, la concurrence safe, qui est apportée par les mécanismes asynchrones de Rust, elle est intéressante pour améliorer. Encore une fois, je dis améliorer, c'est pas parfait. La qualité de délivrer du code asynchrone concurrent de manière efficace, sans se tirer une propre balle dans le pied. Donc encore une fois, sur cette expérience Renault, on a eu une chance, enfin on a eu 2 chances plutôt. La première, c'est qu'on a eu l'opportunité de créer un projet de zéro, ce qui est pas courant dans l'industrie, surtout dans l'industrie de l'automobile. On a tendance à réutiliser du legacy puis mettre des patchs par-dessus. Donc ça, c'était la première opportunité qui a permis d'aller pousser Rust assez fortement, de manière efficace. Ça ne veut pas dire qu'on a tout jeté à la poubelle. Il y a encore plein de composants en C++, il y a encore plein de librairies en C, il y a encore plein de composants qui sont du MATLAB qui génèrent du Simulink en C. Mais on a pu intégrer ça dans la base de code où la fondation elle est en Rust et par-dessus on a des composants qui peuvent être un peu plus legacy. Donc ça c'était le chemin un peu... Donc ça c'était le premier point qui nous a vraiment permis d'aller vite. C'est forcément on a l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Donc c'est l'opportunité
d'insérer des technologies qui sont nouvelles, qui sont disruptives, on pourrait dire. C'est le cas pour toute technologie, hein, c'est pas que Rust. Et le deuxième levier, vous l'avez compris, c'était Google, hein, parce qu'évidemment Google, ils ont une stratégie de passage à Rust qui est quand même assez significative, c'est un acteur majeur, donc ça aide un petit peu dans l'argumentaire sur ces aspects-là. Le reste de l'argumentaire, je vous l'ai dit, hein, il est sur les coûts dans le cycle de vie de la voiture. 25 ans de maintenance, 25 ans de CVE, faites le calcul, ça finit par coûter cher. Et la question qui s'est posée à l'époque, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec C++ ou C au final? C'est tous des langages Turing complete, ça peut faire pareil. Et là, le contre-argument à ça, c'est d'accord, si vous me recrutez le top 1% des développeurs C++ qui sont des maîtres du C++ 21 qui savent analyser leur scope de mémoire manuellement sur une base de code qui fait 1 million de lignes de code sans aucun problème, ok, pas de problème, on peut le faire, peut-être. Et puis, le reste, vous l'obtenez en mettant des règles d'analyse statique. Je prends l'exemple généralement des... Donc ça, c'est les guidelines AUTOSAR, donc c'est le standard automobile pour C++ 14, si vous voulez écrire du code qui soit suffisamment safe pour tourner dans un calculateur de véhicule. Donc il y a 400 pages de règles que vous devez respecter en tant que développeur. Elles ne sont pas toutes automatisables. Puis vous voyez, c'est dans un PDF, donc c'est super pratique pour automatiser. Donc ça, c'est ce qu'ont à affronter, entre guillemets, les développeurs dans l'industrie automobile s'ils veulent faire du C++. Donc c'est pas tout automatisable. Donc si vous êtes le top 1% des développeurs C++, vous avez super compétences pour pas faire de segfault. Vous suivez ça, et puis effectivement, vous atteignez un niveau qui peut être équivalent à ce que vous avez avec Rust et quelques règles pour s'assurer de la safety, qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus automatisables. Elles ne sont pas encore toutes automatisables. Vous irez voir le working group Functional Safety du projet Rust. Mais en tout cas, on est sur des choses qui sont beaucoup plus simples que 400 pages. Et l'autre aspect qui était super important à l'époque, c'était les industries lourdes traditionnelles, elles ont du mal à recruter. Si je vous dis vous voulez aller bosser pour Renault, vous voulez faire du code pour une entreprise qui a 200 ans, et à côté de ça, vous avez Google, Microsoft, Meta, une start-up qui fait des trucs super cool. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Des fois, c'est un peu compliqué. Donc le recrutement, c'est pas quelque chose qui est forcément super facile. Et en fait, Rust, c'est un argument. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de candidats. Au moment où on a commencé à dire, oui, en fait, on a notre nouvelle plateforme, c'est 100% Rust, on a formé 200 développeurs, etc., etc. Il y a des petites étincelles dans les yeux, c'est-à-dire on se dit c'est pas des vieux de la vieille qui font des trucs qui ont 100 ans d'âge. Et on le voit aussi en sondant les personnes, c'est-à-dire que sur les centaines de personnes qu'on a formées, parce que chez Renault on n'a pas recruté des développeurs Rust spécifiquement, c'est-à-dire que c'était des gens qui faisaient du C++ depuis 20 ans, des gens qui ont fait du C, enfin bref. Et à la fin ils sont super contents, parce qu'en fait ils se rendent compte que non seulement l'entreprise a bénéficié d'une meilleure qualité, mais même pour leur carrière personnelle, ils pensent que c'est un avantage. Puis j'ai des exemples de gens qui étaient des testeurs. Les testeurs, c'est le métier à part. Je sais, c'est pas normal, mais dans beaucoup d'industries, les testeurs, c'est des métiers à part. Et les gens, ils testent, donc ils mettent les composants ensemble, ils font des tests, système. Et ils me disaient, en fait, je suis content parce qu'avec Rust, je peux bidouiller le code. Quand j'ai un bug, je peux bidouiller le code. Et j'ai pas peur de tout cracher. Parce qu'en fait, le compilateur me sauvegarde. Donc ça réduit un petit peu les boucles de cycle en V, parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre plus d'initiatives dans l'entreprise, parce qu'ils se sentent plus en confiance dans l'environnement dans lequel ils sont. Bon, deuxième partie de la présentation. J'espère que je ne vais pas déborder. Chipmaker, donc Renesas, c'est un fournisseur de semi-conducteurs japonais. C'est le numéro 3 des fournisseurs de microcontrôleurs dans le monde. C'est le numéro probablement 4 chez les fournisseurs de System on Chip, donc les gros processeurs. C'est ex-Hitachi, Mitsubishi, NEC, il y a eu des fusions, acquisitions, etc. C'est 22 000 employés dans le monde, 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 1,1 milliard de composants dans les voitures. Il y en a même un ou deux par voiture, selon les modèles. Donc des microcontrôleurs ou des processeurs pour faire tourner soit des fonctionnalités de sûreté, soit des fonctionnalités d'infodivertissement, donc les écrans que vous avez derrière le volant par exemple. Donc c'est une entreprise qui n'est pas très connue, parce que on est un petit peu japonais, donc timide sur le marketing, et puis c'est des composants qui sont généralement plutôt enfouis, on va dire, dans les véhicules. Et donc notre industrie, elle a, on va dire,
essayé de résoudre un certain nombre de problèmes pendant des années, problèmes que vous connaissez, comment on essaie de résoudre les problèmes liés aux vulnérabilités classiques, avec tout un tas de techniques, dont certaines techniques qui sont très impactantes pour les fournisseurs de semi-conducteurs, parce que, par exemple, les impacts sur la microarchitecture, on rajoute des fonctionnalités dans les cœurs de processeurs pour aller essayer de détecter des vulnérabilités. Vous connaissez peut-être ARM, la memory tagging sur ARM, l'authentification de pointeurs, toutes ces choses-là. Ça ajoute non seulement de la complexité, donc la complexité c'est jamais bien, parce que ça, on finit par avoir des validations qui ont des problèmes. Et puis pour la performance, c'est critique. En fait. C'est-à-dire qu'on va aller réduire la taille, on est à 3 nanomètres maintenant sur la finesse de gravure. En fait, on perd de la performance qui est liée à ces mécanismes, qui sont pourtant nécessaires. Ils sont requis aujourd'hui dans beaucoup d'architectures. On a ces règles de codage qui prennent énormément de temps pour les équipes qui vont aller développer les drivers, qui vont aller développer le logiciel low level, et puis on rajoute de la complexité partout, avec des systèmes d'isolation, de VM, de sandboxing, qui eux aussi vont aller prendre de la ressource et de la complexité. Donc on voit bien que c'est des patchs qui ont été rajoutés au fil des années pour améliorer la chose. C'est bien. Je ne vais pas dire que c'est pas bien, mais par contre, c'est significativement lourd en termes de process, en termes de coûts, et tout ça, ça se répercute à la fin sur le coût de votre bagnole. À la fin, il n'y a pas de miracle. Et donc, malgré ces efforts, vous voyez les dernières vulnes là, qui ont été trouvées grâce à l'IA, majoritairement. Le flot de vulnérabilité, il continue, et ce n'est pas des mécanismes qui sont 100% parfaits. Bon, c'est comme ça. Et puis, encore une fois, là, je parle des vulnérabilités, parce que c'est le truc le plus intéressant d'un point de vue calcul des coûts et d'un point de vue de la réglementation, ce que la réglementation nous oblige à faire. La réglementation aujourd'hui, elle oblige les fournisseurs à prendre en compte la cybersécurité. Ouais, ça peut surprendre, mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais derrière ça, il y a tout le reste, c'est-à-dire les bugs que les utilisateurs vont voir et les bugs que les équipes de validation vont avoir à corriger pendant le cycle de vie du développement. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc pour nous, les deux endroits où Rust est super important. Le premier, c'est encore une fois cette notion de contrat entre des utilisateurs et des développeurs. Nous, en tant que chipmaker, on développe des drivers, des hardware abstraction layers, des briques de base qui vont être utilisées par nos utilisateurs. Et traditionnellement, le lien entre l'utilisateur et nous, c'est des PDF ou des docs, des pages web qui vont vous dire cette API-là, il faut l'utiliser comme ça, cette API-là, il faut l'utiliser comme ça. Puis à la fin, vous avez des bugs parce que les gens se sont mal compris. Enfin, en tout cas, les développeurs n'ont pas exprimé comme ils le souhaitaient l'intention qui était derrière une API sur comment la mémoire est utilisée, comment la mémoire est initialisée, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est thread safe, etc., etc. Ou en tout cas, c'est bien écrit, mais les utilisateurs le lisent parfois pas. Et donc ça, c'est une manière, le passage à Rust et le passage à des hardware abstraction layers qui sont écrites en Rust nous permet d'avoir un contrat qui est vérifié par le compilateur entre nous, développeurs de HAL et de drivers, et nos utilisateurs, sans avoir des HTML et des PDF, et puis derrière des application engineers qui doivent répondre à des questions parce que le truc n'est pas clair. Ça, c'est un premier point intéressant. Et donc typiquement, ce qui se fait aujourd'hui dans Rust, dans Embedded HAL, c'est exactement dans ce move-là. Le deuxième, pour nous, le deuxième gros point, j'en parlais tout à l'heure, c'est le même cas que chez Renault. On est une grosse organisation, très internationale, beaucoup d'équipes partout, des third parties, de l'outsourcing. Et tous ces gens, ils discutent entre eux, parfois pas bien, parfois avec des documents plutôt que des interfaces. Et ça nous permet de se dire, je suis dans une grosse organisation, j'ai des contrats à respecter entre des équipes différentes, qui ont des philosophies différentes, des modes de fonctionnement différents. Et le seul moyen d'avoir un contrat qui soit respecté, c'est de le faire respecter par une machine et pas par un humain. C'est à ça que ça sert. Et au global, tout ça, c'est quoi? C'est la charge mentale des développeurs. Quand on a une base de code qui fait 1 million de lignes de code, on est une centaine de développeurs, 200 développeurs, ou même un développeur, mais pendant 15 ans, et on ne se souvient plus de tout. On ne peut pas traquer toutes les lifetimes de toutes les zones mémoire. On ne peut pas réussir à réfléchir à tous les corner cases. On peut développer des unit tests dans tous les sens, des tests d'intégration dans tous les sens, mais souvent on en oublie. On a oublié des corner cases. Et donc je pense que si on arrive à réduire un tout petit peu cette charge cognitive, on n'enlève pas tout avec Rust, mais on en enlève quand même une partie significative, et on arrive à avoir des développeurs qui sont plus efficaces, des organisations qui sont plus efficaces et qui délivrent plus vite du code de meilleure qualité.
Donc si je vais un peu plus dans le détail, je parlais tout à l'heure des layers d'abstraction hardware, je pense que c'est le plus intéressant pour nous. Les outils de debug et de profiling, c'est super intéressant également. Sur Rust, vous avez DefMT par exemple, qui est un super projet qui nous permet d'extraire les informations de debug. Aujourd'hui, cet écosystème-là, il est vraiment unique. On ne parle pas que du code, on parle aussi de l'écosystème qu'il y a autour, dans Cargo, dans les outils qui sont liés à Cargo, qui permettent aux développeurs de gagner énormément de temps. En plus de l'outillage, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, je vais vous montrer un petit peu après un exemple, les endroits où c'est intéressant de prioriser Rust, c'est les endroits où, d'une part, on a des problématiques de sécurité, tout ce qui est bootloader, tout ce qui est charger des trucs d'interface externe dont on n'est pas sûr de la sûreté. Ça, c'est super intéressant. Et aussi dans les endroits où les fonctionnalités sont relativement complexes et où on a des contraintes de sûreté de fonctionnement. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple, je crois. C'est celui-là. Par exemple, on a un projet de réécriture aujourd'hui qui est bien avancé, qui est un orchestrateur de stack de computer vision, donc c'est-à-dire des blocs hardware d'accélération de computer vision, qui est sur l'un des plus hauts niveaux de sûreté de fonctionnement, qui est ASIL-D, dans ISO 26262. Et on l'a réécrit avec RTIC, qui est le framework de concurrence bien connu, dans des corps Cortex R52, partie d'un code existant qui était basé sur FreeRTOS en C++. Et on a gagné en termes de performance, c'est assez significatif. Donc la ligne verte, c'est le code Rust, et la ligne orange, c'est le code existant FreeRTOS plus C++. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que non seulement on a réduit la latence d'exécution de cette pipeline, la latence moyenne, mais en fait, le jitter a aussi été considérablement réduit. C'est-à-dire qu'on a moins d'incertitude sur la latence. Donc c'est pas que Rust, soyons bien clairs, comme dans tous les projets de réécriture de code legacy, il y a des impacts qui ne sont pas juste le choix de la technologie, c'est juste le fait que les équipes elles ont mûri, on a du retour d'expérience du projet précédent, mais en tout cas, les caractéristiques de Rust et notamment des runtime asynchrones nous ont beaucoup aidé à obtenir un niveau de performance qui est assez significatif. Donc on va pouvoir écrire que c'est blazingly fast, comme dans tous les readme de projets Rust qui se tiennent. Il y a déjà des volontaires qui bossent sur le support Rust de Renesas, mais donc l'objectif, dans le cadre de aussi de notre adhésion à la Fondation Rust, c'est de pouvoir supporter ça de manière beaucoup plus officielle. Donc non seulement de soutenir aussi les efforts de la communauté open source. En fait, les grosses industries, elles se reposent beaucoup sur la communauté open source, mais il y a un moment, il faut aussi pouvoir contribuer dans l'autre sens. Et adhérer à la Fondation Rust, c'est une des initiatives qui permet de supporter l'infrastructure, la maintenance à long terme, le fixe des vulnérabilités, la supply chain. Donc ça, c'est des petits détails qui sont super importants pour que le monde dans lequel on vit fonctionne de la manière la plus efficace possible. Parce que les bénévoles s'essoufflent au bout d'un certain temps, et donc il faut forcément de l'argent pour pouvoir payer des personnes dont c'est le métier. Et puis le deuxième point pour nous, c'est supporter l'écosystème de manière générale. J'ai parlé du debug, du profiling, mais c'est aussi les initiatives liées à la sûreté de fonctionnement. Je pense que vous avez d'autres intervenants qui vous parleront de ça aujourd'hui, qui est super importante pour nous. Et donc je vous souhaite, depuis Tokyo, qui est le quartier général de Renesas, une bonne journée Rust Paris. J'espère que vous aurez des présentations extrêmement intéressantes. Et je suis ravi d'être ici en France pour une fois. Merci à tous. On a des questions. On a combien de temps ? 5 minutes ? On peut répondre à des questions apparemment. Ne soyez pas timide. Est-ce qu'il y a des questions pour Frédéric ? Ouais, merci. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question vis-à-vis de votre quand tu travaillais chez Renault, de votre collaboration avec Google. Je ne pense pas qu'il soit dans le cœur de métier de Google de faire de l'informatique embarquée. Et tu nous as essentiellement expliqué que la grosse partie du travail, c'était de travailler sur le back-end, justement l'informatique embarquée. En quoi le travail avec Rust avec Google a été intéressant là-dessus? Est-ce que vraiment ils vous ont aidé ou c'est juste ça fait partie du projet Alors, il faut définir ce qu'on entend par embarqué. Parce qu'effectivement, on s'imagine le microcontrôleur 8 bits, voilà, j'abuse un petit peu, le petit microcontrôleur ASIL-D, 200 MHz de fréquence, etc. Aujourd'hui, dans l'automobile, la majorité des ressources, c'est en fait des gros Cortex A à plusieurs gigahertz
et dedans on fait tourner des systèmes d'exploitation assez haut niveau quand même. Donc en fait, c'est effectivement, si tu regardes un smartphone, est-ce que c'est un système embarqué ou pas? Bon, on peut être un petit peu entre les deux, quoi. Donc Google, ils font des smartphones. Concrètement, le métier de Google, c'est de faire du logiciel qui tourne par-dessus un smartphone. Donc en fait, le gap, il n'est pas tant énorme que ça. C'est vrai que quand on était chez Renault, on a dû beaucoup entraîner, on va dire, les mecs de Google pour comprendre ce que c'est notre métier. Ça, c'était une part du truc. Mais en fait, on a appris dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, c'est quoi les contraintes de faire du code dans le monde de la tech. Donc il faut prendre en compte aussi que ce projet-là, il est vraiment sur la partie ce qu'on appelle HPC dans le monde de l'automobile. Donc c'est vraiment les gros calculateurs qui vont aller faire ce que j'appelais la driving policy, donc le suivi de ligne, etc. La partie télémétrie, la partie les fonctionnalités type la clim, etc., qui sont des trucs qui ne sont pas trop liés à la safety. Donc la partie qui est liée à la safety, elle reste chez le constructeur automobile généralement, et cette partie-là, c'est plus la partie qui est high level par-dessus. Mais effectivement, il y a on va dire, on a un peu descendu les couches avec Google dans ce projet-là. Est-ce que c'est quoi le business model derrière? Je ne sais pas dire. En tout cas, l'ambition était de mettre le projet en open source. Mais je pense qu'au global, l'un des intérêts de Rust aussi, c'est qu'on voit qu'il est beaucoup plus facile pour des gens qui travaillent sur des parties très haut niveau de la stack d'aller plus bas niveau. C'est un des points intéressants dans Rust, c'est que en fait, tu peux travailler sur vraiment full stack avec la même techno, avec des différences de mindset qui sont assez faibles au final. Donc je pense que ça a été un gros levier pour permettre de dire ok, on a des gens qui faisaient du code un peu plus high level entre guillemets, mais grâce à la puissance de Rust, on va dire, on a pu les faire descendre un petit peu dans les couches de manière beaucoup plus efficace. Et ça, on le voit aussi dans l'entreprise au global. Donc je disais Renault, plus de 60% des composants développés en Rust, où on avait des équipes côté ce qu'on appelle infodivertissement, donc vraiment la partie display, Android, etc., qui voulaient passer à Rust, qui n'arrivaient pas bien à discuter avec les personnes des autres domaines, qui sont les domaines un peu plus profonds du véhicule, qui sont un peu plus liés à la dynamique du véhicule. Et en fait, ce projet a permis de les rassembler, ces gens-là, parce qu'ils parlent le même langage maintenant. Ils savent se comprendre, ils savent lire le code de l'autre pour essayer de comprendre ce que l'autre a fait, ce qui traditionnellement n'était pas le cas. C'est-à-dire traditionnellement, on avait des gens qui faisaient du Kotlin dans Android, et puis des gens qui faisaient du C avec Misra C, et puis etc. dans les OCU AutoSAR classiques. Ils sont incapables de se comprendre. Aujourd'hui, on a rassemblé ces deux mondes, et les gens sont capables de mieux comprendre ce que fait le counterpart dans une autre partie de l'organisation. Ça, c'est un gros point d'efficacité dans l'entreprise. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a du code dans les voitures Renault qui sont copyright Google, au moins en partie, qui contrôlent les parties dynamiques du véhicule et qui potentiellement seront vendus à d'autres constructeurs. Alors c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu le même working model que. Donc c'est-à-dire que c'est du code qui est open sourcé. Il va être open sourcé au mois de juin. Je ne sais pas à qui appartient la propriété intellectuelle, je ne saurais pas dire. Par contre, le code qui fait la fonction de dynamique en tant que tel, il est Renault, il n'est pas Google. Google, c'est vraiment la tuyauterie de base qui a été co-développée avec Renault. J'ai une question ici, si tu veux. J'aurais une question juste sur Human. Quand les gens se sont convertis des langages AC++ ou AC, j'ai envie de dire, quel est le taux de conversion? C'est-à-dire, on sait que le Rust, c'est pas un langage qui est forcément facile à appréhender pour des gens qui viennent du C ou C++. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lâché le morceau, quoi, qui ont laissé tomber? Voilà. Alors, le premier truc, c'est qu'on les a obligés. Donc c'était la stratégie d'entreprise, c'était de dire bah, c'est Rust, c'est comme ça, et on va vous former. Donc on a formé 200 personnes avec, je sais plus, différentes boîtes de training. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, c'est vrai. Les gens qui ont 15 ans de C++ dans les pattes, c'est pas forcément toujours évident, et puis ils veulent pas lâcher le morceau. Au final, au global, on a une grosse proportion qui était quand même convaincue et bien formée à l'issue de quelques mois de travail. Donc ça, c'est un projet au global, on a démarré 2022 et puis on va dire 2024-2025, c'était terminé. Donc il a fallu former des gens en quand même une période assez courte. Parce que j'ai pas mis les résultats du sondage là, mais j'avais d'autres questions que j'avais posées à l'époque quand j'avais fait ce sondage sur à quel point si c'était à refaire, est-ce qu'ils choisiraient Rust ou C++? Et je crois que 80% des gens avaient répondu Rust.
Donc c'est un signal qui est plutôt bon. Évidemment, on ne convaincra jamais tout le monde. Ça, c'est un choix, c'est une religion, hein, le langage de programmation qu'on choisit. Mais au global, ça s'est quand même très très bien passé. Il ne fait pas dire qu'il n'y a pas eu de levée de bouclier hein, au tout début, de se dire bah non, Rust c'est nouveau, c'est compliqué, voilà, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il a fallu une politique d'entreprise forte. Parce que effectivement, si on écoutait tous les points négatifs, enfin, à partir du moment où on a une politique d'entreprise où le moindre point négatif va faire qu'on ne fait rien, qu'on ne change pas la stratégie, ça n'aurait pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire ce changement. Là, bah, on a eu des conditions qui nous ont permis de faire ce changement. C'est pas le cas partout, je le conçois complètement. Et donc il faut pouvoir rassurer, il faut pouvoir former les gens. Et je pense que l'aspect formation, il est super important pour rassurer aussi sur la complexité réelle, on va dire. Mais dans notre cas, ça s'était plutôt bien passé. Et pourtant, effectivement, c'était une population de gens qui étaient fermement ancrés dans leurs convictions passées. Donc c'est plutôt pas mal. Bonjour, merci pour le talk. J'avais une question. Je ne suis pas forcément spécialiste en embarqué, mais pour moi, c'était un peu le domaine où Rust n'était pas forcément le premier choix, notamment à cause de manque d'outils, parce qu'on a quelque chose où il y a vraiment un SDK par constructeur, etc. Or, sur les slides, il y a un moment où tu dis, si en fait, il y a presque des meilleurs outils, si j'ai bien compris, en Rust qu'en C, puisqu'on a ProbRS, DFMT. Je voulais savoir si tu pouvais en dire plus, et quelle raison il resterait de privilégier C à Rust pour des projets spécifiquement embarqués. Alors, donc sur l'écosystème, je parlais de DFMT et de ProbRS. Ça, c'est ce que moi, en tant que Renesas, j'ai envie de voir dans l'écosystème. Parce qu'effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, le support de ces outils, il est modérément présent selon les chipmakers, etc. etc. Le projet qu'on a fait quand j'étais chez Renault, il était plutôt sur des systèmes d'exploitation POSIX, donc plutôt du high level, où on a moins ces problématiques. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas envie de faire du JTAG, mais on a un peu moins ces problématiques en général. Ce qui a permis une adoption beaucoup plus facile. Si on avait dû le faire dans des cœurs Cortex R52 ou Cortex M7, on ne l'aurait pas fait, je pense, à l'époque. Mais ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on a des clients, en 2026, fast forward, ça devient beaucoup plus facile aujourd'hui dans les cœurs temps réel, et c'est même demandé par les clients. Aujourd'hui, les gens veulent écrire du code Rust dans des cœurs Cortex R52 pour faire de l'asile B, par exemple. Là où C reste intéressant, c'est dans des endroits où je pense dans l'aéronautique, par exemple, on a un certain nombre de limitations vis-à-vis des standards. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire en Rust et qu'on sait faire plutôt en C. Donc, dans l'automobile, on ne va pas aussi loin parce que généralement, beaucoup de composants sont Asile B et pas Asile D. Et donc, les composants Asile D, on va les garder. Ça va être du Simulink qui va générer du C. Et puis, voilà, c'est des composants qui sont très stables dans le temps. Là où Rust est intéressant, c'est sur les composants un peu à l'intersection, donc tout ce qui est lié à la DAS notamment, où on va être sur de l'asile A, de l'asile B, du QM, dans des environnements temps réel ou pas, et où là, l'utilisation de Rust, elle est super intéressante. Là où on garde du C aussi, c'est sur tout ce qui est des boucles de contrôle, où on doit générer depuis des modèles Simulink, par exemple, ou alors des librairies mathématiques qui ont été qualifiées depuis 15 ans, et on n'a pas besoin de réinventer l'algèbre linéaire ou je sais pas quoi. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va garder des librairies existantes, par exemple, et faire des bindings vers le code Rust. Donc, là où Rust il est vraiment intéressant, c'est encore une fois sur cette juste intersection entre de la complexité naissante, par exemple la fusion de données entre des caméras et des radars. C'est un sujet qui est suffisamment compliqué pour que vous ayez envie d'avoir un langage haut niveau et pas se prendre les pieds dans le tapis avec du C. Et c'est un sujet où vous avez aussi besoin de rapidité, de robustesse, de qualité. Et donc là, le Rust est le bon trade-off pour ce genre d'algorithme, qu'on soit dans des mondes temps réel ou pas. On a encore le temps pour une ou deux questions, s'il y en a. On a une ici. Bonjour, d'abord merci pour la présentation. Il me semble qu'on vous a vu l'année dernière avec un talk sur Ampère. C'était pas moi, c'était Jean-François Bortolotti. Je pense que c'était un collègue, ouais. Excuse-moi alors. J'ai lu des choses comme quoi ça n'avait pas très bien marché. Je ne sais pas si toi tu as un retour d'expérience sur la chose ou... Non, je pense que l'expérience Ampère. Donc Ampère, c'était une filiale de Renault Group. Donc effectivement, Ampère, je peux pas trop en dire, mais Ampère a été réintégré dans le groupe Renault. Il y avait des ambitions qui n'ont pas marché. Mais par contre, l'expérience en tant que telle de la plateforme, elle fonctionne, il n'y a pas de problème. Les véhicules vont sortir fin 2026. Ce qui n'a pas marché, c'est l'expérience organisationnelle, de vouloir faire une tech company à côté de Renault Group. Ça n'a pas marché. C'est une
problématique organisationnelle. La problématique technique de dire cette tech company, elle a fait ce produit, ce projet et l'a intégré dans les véhicules du Renault Group. Ça a fonctionné et d'ailleurs toutes les prochaines voitures du groupe Renault vont utiliser cette plateforme, pas seulement le projet 2026, mais toutes les voitures suivantes. Donc c'est plutôt un succès, je dirais. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport au développement logiciel en Rust. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait, genre des interfaces utilisateurs qui se fait directement en Rust? Et si c'est le cas, quelles sont les technologies qui sont utilisées? Merci. L'exemple que je peux donner, c'est donc sur les véhicules Renault à partir de 2026 et dans la stack AOS SDV que je citais juste avant, toute la partie cockpit, donc c'est-à-dire la partie vitesse, les voyants pour la sécurité, vraiment la partie réglementaire d'une voiture. Aujourd'hui, le graphique, la partie graphique de ça, elle est full Rust. Donc c'est basé sur EGL avec des librairies qui sont fournies par Google par-dessus pour la partie high level. Donc ça, c'est un bon exemple. Donc ça montre bien le bridge un petit peu entre des fonctionnalités plus UI, UX et du code plus low level pour faire de l'algo. Et c'est un bridge qui est intéressant parce qu'encore une fois, ça permet à des développeurs de milieux différents, des gens qui font l'UI, d'aller comprendre ce que font des développeurs qui ont un autre métier. Et donc en termes d'efficacité organisationnelle, c'est super intéressant. Donc ouais, dans quelques jours, vous pourrez aller voir le code source de ça sur le Git le Gerrit de Google, de la plateforme Android 17. Et donc il y a un truc qui s'appelle ARI, le composant logiciel s'appelle ARI, qui est donc la partie graphique régulatoire du cockpit, de ce qu'on appelle l'instrument cluster dans l'automobile, qui est full Rust également. Bonjour à tous. Moi, j'avais plutôt une question par rapport à l'aspect formation. Quand on a 200 personnes qui passent du C++ à du Rust, qu'est-ce qui est préconisé? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Est-ce que c'est de l'auto-formation? Comment est-ce que les gens ont concrètement mis la main à la pâte en fait? Non, ils ont chacun eu droit à quelques jours de training par une boîte externe. On ne l'a pas fait forcément. C'est quand même, je pense qu'il faut quand même... Parfois, les formations dans les boîtes, on auto-forme les gens sur des plateformes en ligne et puis ils ont des meetings qui sont interrompus, etc. Donc en fait, ils ne sont pas bien formés. Donc là, c'était vraiment les verrouiller dans une salle avec un professionnel du training Rust. Je ne sais plus quelle boîte l'a fait, mais on a eu plusieurs organismes de formation. Ça, c'est super important. Il faut vraiment comprendre la base des concepts avant d'aller plus loin et pas essayer de bidouiller des choses, ou surtout pas essayer de commencer à bidouiller en utilisant Claude et en se disant réécris ce truc-là en Rust et puis ne rien y comprendre. Alors, ça, c'est vraiment important de commencer par ce plan de formation. J'ai fait pareil chez Renesas. C'est-à-dire chez Renesas, avant de lancer ce proof of concept, on a formé 40 personnes et on s'est assuré que les 40 personnes aient compris au minimum la base avant d'aller démarrer ce projet pour être certain qu'ils ne soient pas complètement noyés avant de démarrer. Et c'est valable autant pour des noobs, on va dire, que des gens qui ont 20 ans de carrière. Et c'est peut-être même plus difficile pour des gens qui ont 20 ans de carrière parce qu'ils ont des habitudes qui sont restées alors que sur des jeunes qui viennent de sortir d'école, c'est beaucoup plus facile. Une dernière question? Ou on a fait le tour? Il y en a une derrière là-bas. Bonjour, merci pour votre présentation. Dans le choix qu'a fait Renault entre C++ et Rust, vous n'avez pas mentionné du coup la qualification, la certification. C'est quelque chose qu'on a depuis des années en C++ et qui, jusqu'à ces dernières années, n'existait pas en Rust. Donc à quel point ça a joué dans la décision? Alors, donc ces composants-là, ils sont classifiés QM sous ISO 26262, ils ne sont pas ASIL, tous les composants dont on parle. Parce qu'en fait, généralement, on se rend compte que, par exemple, si on prend l'exemple d'une Renault classique, ce qu'on appelle la driving policy, c'est-à-dire le truc qui va prendre les décisions de dire tourne le volant de X degrés, accélère de X mètres par seconde carré, etc.
généralement, c'est pas couvert par la sûreté de fonctionnement. Ça paraît surprenant, c'est-à-dire que on se dit, cet algorithme-là, il n'est pas agile. Et en fait, il y a d'autres mécanismes qui, eux, sont agiles, qui sont beaucoup plus basiques. C'est-à-dire que si l'ordre de tourner le volant il est supérieur à X degrés, alors ça veut dire qu'il y a un problème, il ne faut pas le faire. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que la majorité des composants n'étaient pas couverts par ça. C'est-à-dire que toute la base, elle est restée en C avec les outils qu'on connaît, avec, en l'occurrence c'est AsylB, ce genre de composants, dans généralement des cœurs temps réel type Cortex-M. Et la plateforme dont on parle, elle est 100% QM et elle est sur du Cortex-A. Donc c'est beaucoup plus facile d'un point de vue outillage. Maintenant, on voit donc ça, c'était à l'époque. Cette décision a été prise en 2022. Depuis, l'écosystème a beaucoup évolué. Ferrous System existait déjà à l'époque, Adacor avait déjà des choses, et je crois que Hightech avait aussi déjà des choses, mais c'était effectivement encore un petit peu balbutiant pour aller se lancer dans le truc encore plus complexe. Puis vous savez que le monde de l'automobile a une inertie qui est quand même assez forte. Il y a le fameux Autosar, que peut-être certains connaissent bien, et notamment Autosar classique, qui est un composant que généralement les constructeurs ne veulent pas retoucher trop. C'est-à-dire on va plutôt garder la chose et puis pas forcément apporter beaucoup d'innovation dans ces domaines-là. Et donc c'est pour ça qu'on s'est un peu faufilé dans ce qui est, on va dire, dans le cadre de la functional safety. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait de compromis sur la sûreté de fonctionnement du véhicule en faisant cette stratégie, mais on était un petit peu smart sur là où on va pousser Rust par rapport là où on a besoin de cette complexité. Enfin, on a une complexité suffisante pour avoir besoin d'un langage de très haut niveau, tout en ayant des contraintes de sûreté qui sont donc QM, c'est-à-dire de la bonne pratique plutôt que d'avoir besoin des compilateurs certifiés, etc., etc. Par contre, la suite de la roadmap, c'est effectivement d'aller pousser. Je parlais des Cortex R52 où on a besoin AsylD, où là, on n'a pas le choix, il faut un compilateur qualifié avec tout le process ISO 26262 qui va bien. Donc ça on n'y coupe pas. Et c'est, je pense, la suite de l'histoire. On a commencé ce premier pas sur la partie facile qui était déjà pas si facile. Et maintenant, on bascule vers un monde qui est un petit peu plus délicat et où il faut de l'outillage, il faut du process et il faut les bonnes règles qui vont avec pour faire ça. C'est pour ça que soutenir le working group functional safety du projet Rust, c'est super important pour les gens comme nous qui délivrons du code à nos clients. Merci beaucoup Frédéric, c'était passionnant. Merci et bonne journée.